Bon, ben, on a déjà 45 personnes qui sont arrivées, qui nous attendaient. On va se donner peut-être une petite minute avant pour laisser tout le monde le temps d'arriver. On est déjà rendu à 68. Donc, écoutez, merci d'être là avec nous. Je me présente Jean-François Samrin. Je suis le PDG de l'ACUPER, l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable. Et en parlant, en étant confiné, tout comme vous, parlant avec différentes personnes, différentes connaissances, en lisant les journaux, beaucoup on a lu au cours des dernières semaines sur l'indépendance alimentaire, sur le réchauffement climatique, comment est-ce que la relance devrait se faire en étant plus durable, plus locale. Donc, ça nous a donné l'idée de faire une série sur les énergies renouvelables et l'indépendance alimentaire. Est-ce qu'on parle absolument d'indépendance complète totale? Est-ce qu'on parle d'amélioration de la balance commerciale? Regardez, le sujet est ouvert. Donc, vous allez à la maison, vous avez le chat et vous pouvez poser des questions. Vous pouvez vous avez le choix de les envoyer à tout le monde ou à des personnes en direct. On a Vincent Ducaprivard qui nous dit bonjour, Jean-Juste Coutu qui nous dit bonjour aussi. Alors, bonjour à tout le monde. Et là, on voit que ça s'ajoute. Bonjour, il y a même ma belle-maman, Myriam, qui est là. Donc, sans plus tarder, parce que vous avez une heure que vous avez décidé de passer avec nous, merci. On va commencer avec nos trois panélistes qui sont ensemble. Donc, Gilbert Lavoie, l'homme à la chemise bleue et aux lunettes. Bonjour, Gilbert. André Mousseau et notre cactus fleuri national. On est bien fiers de l'avoir au Québec. C'est un homme dynamique qui est là depuis des lustres au Québec, depuis des décennies pour le faire arriver le secteur des serres. Et Mathieu Béland, coordonnateur chez Nature Québec et également coordonnateur de Vision Biomasse. Donc, ensemble, on va réfléchir là-dessus. Si vous avez des questions pendant les présentations, vous nous les écrivez. Je vais essayer de suivre à mesure quand ils vont avoir terminé pour poser les questions. Et si jamais on n'y a pas répondu, ben vous écrivez vos questions à aqper.com, info@aqper.com et au courant de la semaine, on va se faire une ou deux réunions ensemble pour pouvoir vous y répondre. Et la semaine prochaine, lors de notre autre capsule, on pourra faire un retour. Donc, sans plus tarder, on parle du Québec, de l'alimentation, de notre balance commerciale, quel est le rôle de l'alimentation dans la balance commerciale. Alors, moi, j'ai pas trouvé personne de mieux placé que Gilbert Lavoie, pas parce que je connais juste Gilbert, mais je connais beaucoup de gens, mais Gilbert a été économiste principal à l'UPA et maintenant économiste conseil chez une boîte qu'il a formée avec un autre collègue de l'UPA, Jean-François Forêt. Donc, Gilbert Lavoie, fais-nous une présentation du Québec et de quelle est l'alimentation, qu'est-ce que ça a l'air notre balance commerciale dans le secteur de l'alimentation? Oui, bonjour à tous. Merci Jean-François. Dans le fond, j'ai un petit 10 minutes avec vous pour, je vous dirais, mettre la table, c'est le cas de le dire. Tout le débat est parti dans la société avec le COVID. Les risques d'approvisionnement alimentaire sont revenus, je vous dirais, un sujet d'actualité. Mais c'est un sujet qui a déjà été d'actualité de longue date. Dans le fond, ce que je voulais, c'est mettre en perspective tous ces enjeux-là de souveraineté ou d'autonomie alimentaire en lien avec tous les enjeux d'énergie renouvelable puis de production, je vous dirais, en serre. Le rôle que ça vient jouer, pourquoi les serres deviennent un élément stratégique si on vise comme société une autonomie alimentaire. C'est sûr, quand il est arrivé le COVID, comme tout le monde, on est rentré chacun dans nos quartiers, mais la question que je me suis posée, s'il fallait que ce virus soit transmissible par les aliments et qu'on arrête d'importer, qu'est-ce qui se passerait d'exporter? Dans le fond, j'ai essayé de répondre à ça rapidement dans un petit 10 minutes, ou même 7-8 maintenant. J'ai une présentation sur support PowerPoint qui devrait apparaître d'une seconde à l'autre. J'imagine que tout le monde la voit. Est-ce que c'est bon, Jean-François? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Lavoie et Gilbert Lavoie est là pour nous la faire. Alors, let's go. C'est beau, une petite coquille sur le « mais c'est pas grave. Là. On a fait ça rapidement. Mais consommation et balance commerciale bioalimentaire.
Où en sommes-nous? Dans le fond, c'est un peu la présentation. Ce que je vais faire avec vous, je vais parler de notion de sécurité alimentaire. Il y a un petit rappel historique de Nourrir le Québec, qui était une politique phare là, qui a aidé beaucoup à développer le secteur agroalimentaire au Québec là, dans les années 70-80. La conquête des marchés, qui était une autre politique qui a été lancée dans le temps du gouvernement M. Bouchard. Dans le fond, on va voir, on est parti d'où, on est rendu où. Après, on va regarder rapidement le panier des dépenses alimentaires, qu'est-ce qu'on consomme, les Québécois. Et finalement, la balance commerciale par rapport à la consommation domestique, quels sont les secteurs qu'on est en surplus, en équilibre, et ceux qu'on est en déficit. Si je vais à la prochaine. Bon, faire une petite histoire courte, on a une petite chaîne d'approvisionnement. On a la ferme, on a le transformateur ou l'emballeur, selon si c'est des produits transformés ou pas, toute la chaîne logistique dans le fond, et le détaillant ou les épiceries qu'on a. Et dans le fond, la première phase que j'ai vécue, c'est la suivante. Ça va rappeler des bons souvenirs. Moi, je ne suis pas du tout du milieu agricole, mais dans mon jeune temps, j'ai été attiré par le secteur agricole à cause, entre autres, de cette politique-là qu'on voit, Nourrir le Québec, qui est du temps de René Lévesque, de M. Caron, qui visait à créer l'autonomie ou la souveraineté alimentaire du Québec pour s'assurer que les Québécois on ait une sécurité là, pour s'alimenter en lien avec leur projet de pays. Je me prononce pas sur ce dernier bout-là, mais cette notion-là de faire vivre nos régions puis d'assurer notre autonomie alimentaire est un sujet qui m'a beaucoup attiré. Et j'ai inscrit de l'après-guerre au début des années 80 parce que, dans le fond, tous les pays de l'OCDE, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que les gens ont le plus manqué? C'est des aliments, notamment les Européens. Donc, tous les pays sont mis à subventionner de façon importante, puis on dit plus jamais on va manquer d'aliments. Et tous les pays à travers l'OCDE sont donnés comme objectif d'avoir une souveraineté ou une autonomie alimentaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les années, à force de subventionner les gains technologiques, on s'est ramassé avec des surplus, des problématiques environnementales, et ça coûtait de plus en plus cher au trésor public, si bien que dans les années 80, on est arrivé à une autre phase de notre développement. Et là, les pays ont dit, bon, mais l'agriculture qui a tout le temps été traitée à l'extérieur des traités commerciaux, on ne parlait pas d'OMC, on ne parlait pas de GATT, on ne parlait pas d'ALENA, le commerce de libre-échange. Sur la photo, pour les plus jeunes, c'est M. Brian Mulroney qui était premier ministre du Canada. Et ça, c'est une photo lors de la signature du premier traité de libre-échange Canada-États-Unis. Et à côté de lui, on voit un bon acteur de cinéma, M. Ronald Reagan. Donc, essentiellement, ce traité-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené l'agriculture dans le giron du commerce international. Ça a créé un ongle de choc au Québec, entre autres, dans le monde agricole, parce qu'on a toujours produit pour nos besoins domestiques et on avait été, je vous dirais, le gros de l'industrie avait été conditionné à produire, et le gouvernement du Québec avait mis l'épaule à la roue avec des subventions importantes, à produire pour les besoins domestiques. Donc, ça a été une adaptation de notre secteur. On s'est repositionné et à partir de là, on a commencé à jouer la game là, au niveau du marché international. Et là, on se ramasse aujourd'hui avec un secteur dans un... Je vais faire dans très, très succinctement l'environnement d'affaires. Quand on parle de tout le panier bleu, la souveraineté alimentaire, manger local, produire local, produisons proche, etc., c'est toutes des valeurs moi, qui m'ont amené à l'agriculture. Avec un peu de vécu, je m'aperçois que c'est plus complexe que ça. On a un consommateur qui est de plus en plus diversifié, puis qui est partout sur l'échiquier au niveau de la consommation. Des fois, je me plais à dire de la marque jaune jusqu'à les produits, les fromages fins de haut niveau, haute qualité. Donc, on a des consommateurs qui veulent des produits très de commodité, d'autres qui veulent des produits uniques. Et à vrai dire, comme consommateur, on est un peu, et moi, en tout cas, c'est mon cas, je suis plus que bipolaire, je suis tripolaire. C'est-à-dire que quand je fais mon épicerie, j'achète un peu de tout. Dépendamment si c'est avec ma gang d'ados que je mange ou je suis tout seul avec ma blonde, je n'aurai pas les mêmes choses je ne ferai pas les mêmes repas. Donc, le consommateur, on veut un peu de tout, puis on est rendu partout sur l'échiquier. Puis, on est rendu habitué à manger des produits frais, même au mois de février, quand il fait moins 20. Donc, essentiellement, il faut tenir ça. Le premier élément, le secteur agroalimentaire québécois doit répondre à ces changements de consommation. L'autre élément, on a des consommateurs de plus en plus multiethniques. À gros de la croissance de la population canadienne vient
plus tellement des naissances des Québécois ou des Canadiens de souche, mais plutôt l'immigration qui nous permet de maintenir une croissance de la population. Mais eux arrivent aussi avec leurs habitudes alimentaires qui nous font bénéficier aussi d'ailleurs d'une diversité de produits et qui sont intéressés aussi à soit l'importer ou avoir des produits différents que ce qu'on produisait historiquement au Québec. Ça, c'est un premier élément que la filière, quand on parle de souveraineté ou d'autonomie alimentaire, il faut se ramener, c'est qui le consommateur. La deuxième, bien, la société. La société, on est de plus en plus, à juste titre, conscientisé au niveau de l'agro-environnement dans les pratiques des producteurs, l'aspect de produire en lien avec en équilibre avec l'écosystème. Le secteur du porc, il a goûté très fort. Je rappelle le fameux film Bacon, le film. Là. Il y a eu beaucoup d'ajustements dans cette industrie-là depuis, ils sont adaptés. Tous les enjeux de salubrité, innocuité, puis avec ce qui se passe avec le COVID, j'ai besoin de vous expliquer que c'est un enjeu majeur. Le monde agroalimentaire est très conscientisé. Il s'est mis un paquet de règles au cours des années pour assurer la salubrité et l'innocuité. Je regarde André, le secteur horticole, avec toutes les normes là, de Canada Carp et toutes les règles pour assurer l'innocuité des aliments en épicerie. Le bien-être animal est un enjeu de plus en plus important. Et finalement, dernier non le moindre, qui va nous frapper de plus en plus, puis ça va s'accélérer. Et c'est un défi d'adaptation pour nos secteurs agricoles, c'est les changements climatiques. Donc, essentiellement, ces facteurs-là vont continuer à s'accentuer et à affecter notre secteur. Les autres éléments que le secteur agroalimentaire a à se questionner pour répondre, la main-d'œuvre, notamment dans les produits maraîchers et les fruits et légumes, dans le fond. La main-d'œuvre, on le voit avec l'enjeu de la main-d'œuvre étrangère qui vient combler les besoins là, pour être capable de récolter les fruits et les légumes qu'on produit au Québec. La technologie, sans trop m'étirer là-dessus, c'est un enjeu qui prend de la place. On cherche à substituer de la main-d'œuvre par de la technologie. Il y a un enjeu de capital avec ça et les traités commerciaux qui sont toujours présents. Dans le fond, c'est un secteur qui est de plus en plus confronté, au même titre que les autres secteurs d'activité économique, à un environnement d'affaires de plus en plus variable, de plus en plus instable, et qui doit s'adapter à plein d'éléments, dont entre autres à lui, qui est venu créer des problèmes là, assez importants dans les règles du commerce, et qui lui-même vient d'être confronté à ce type de bit-là, qui nous amène, dans le fond, un peu un retour du balancier sur savoir, ça nous force à nous rappeler l'importance de la sécurité alimentaire, qui était, je vous dirais, depuis la Deuxième Guerre jusqu'aux années 80, l'enjeu numéro 1 du secteur agroalimentaire. On l'a ouvert pour faire du commerce international avec des bons côtés, puis des côtés où le risque est plus grand, c'est ce qu'on voit. Et dans le fond, ça ramène un débat dans la population sur ces enjeux. La question qu'on se pose, bien, quand on parle de sécurité, où on est bon où on est, j'aime pas le terme bon, mais on est à risque où, puis où on est moins à risque. Et ici, ce qu'on voit sur la figure très rapidement, c'est notre panier de consommation. Ça ne donne pas 100%, là, c'est les principales catégories, mais essentiellement nos produits de viande, produits de lait, fruits, légumes. Rappelez que c'est à peu près 25% de notre panier d'épicerie. Les boulangeries, 11%, les poissons, 5%, les céréales, 5%. Ce qu'on voit ici, c'est nos secteurs où on est en surplus, les secteurs où on est en déficit. Dans le fond, le ratio, comment il faut le lire, je vais l'expliquer pour le porc. Dans le porc, ça veut dire qu'on exporte 3 fois plus que ce qu'on consomme domestiquement. Donc, sur 4 unités qu'on produit, il y en a 3 qui sont exportées, puis une qu'on consomme au Québec. Du côté du bovin, le bœuf, hein, on est déficitaire. On comble à peine 40% de nos besoins. Par contre, on a le veau de grain, veau de lait, tous les produits de veau. Ça, on en produit une fois et demie de plus. Donc, les deux catégories ensemble, si vous voulez assurer une meilleure souveraineté alimentaire, consommer du veau, moins de bœuf, à part si c'est Bœuf Québec, bien entendu, qui est venu avec sa marque. Sinon, le reste du bœuf vient de l'extérieur. Mais manger du veau de grain, veau de lait, c'est à 99% du produit du Québec. Le secteur de l'agneau qui est déficitaire un peu. La volaille qui est en surplus, les œufs à peu près en équilibre, le lait en équilibre. Les grains, ça veut dire c'est pour, dans le fond, la consommation animale. Ce qu'on voit, c'est que toute la filière, en guillemets, de production animale, on a mis beaucoup d'énergie là-dessus, puis on ne manquera pas de protéines animales si jamais on a fermé les frontières. Au contraire, on est en surplus.
Là où ça commence à se corser, c'est au niveau des grains pour la consommation humaine. On n'en produit presque pas. On fait un peu de blé pour nos minoteries, mais le reste vient de l'Ouest ou un peu d'ailleurs. On produit peu de protéines végétales au Québec. Donc, ça, c'est un enjeu si on parle de souveraineté. Et les fruits et légumes, essentiellement, c'est l'autre catégorie. Et là, c'est juste des ratios, mais en termes d'argent, les fruits et légumes, c'est notre secteur. C'est à peu près, dans nos importations, c'est à peu près 20% de nos importations alimentaires, cette catégorie-là. Même si j'inclus les légumes de qu'on fait l'été, on compte là, à peine 50% de nos besoins. Juste une petite minute. On va demander à ceux qui ne sont pas les présentateurs, dont André, de fermer votre micro parce qu'on a Mario Fafard qui nous le rappelle que si vous n'êtes pas présentateur, il faut juste fermer votre micro pour pas faire d'interférence à notre conférencier. Donc, le petit bouton bleu en haut. Donc, continue, Gilbert. Merci. Puis le P de T, c'est des pommes de terre, que là aussi, on est en équilibre avec nos besoins. Dans le fond, c'est ce que je ressors. Si on parle de souveraineté alimentaire, pour moi, je vois deux grands enjeux qu'il faut travailler. Il y a tout l'enjeu de la protéine végétale avec la production de grains animaux, qui est une problématique, à mon avis, ou un enjeu qui va accroître. Tantôt, j'ai oublié de mentionner, quand j'ai présenté Nourrir le Québec, d'entrée de jeu, c'est une politique phare du gouvernement du Québec. C'est la loi sur la protection du territoire agricole qui était là justement pour assurer une production de grains et oléagineux ainsi que de fruits et légumes pour nourrir la population. Dans le fond, si on a protégé la zone verte, c'est pas pour bâtir des maisons dessus, c'est pour justement s'assurer que le Québec puisse avoir une sécurité alimentaire. Et ça vient de cette politique-là, Nourrir le Québec, là, du temps du gouvernement Lévesque et avec M. Garon là, à l'agriculture. Et finalement, l'autre grand secteur, si je vais d'un point de vue plus monétaire, comme je disais tantôt, à cause de son importance de consommation, fruits et légumes, c'est 25 de notre panier, il y en a 50 qu'on est déficitaire en importation. Donc, si on veut être en mesure, puis l'enjeu, il ne se passe pas tellement l'été, en période d'abondance, on a ce qu'il faut. On peut produire les légumes racines, là, les carottes et autres légumes de racines pour s'approvisionner, mais tous les autres, les feuillus, etc., on n'est pas capable. Les tomates, etc., tous les légumes de frais. On doit, le seul moyen de s'assurer d'une sécurité alimentaire, c'est d'investir dans le secteur des serres. C'est la seule façon qu'on peut approvisionner là, notre marché si on veut assurer une sécurité alimentaire 12 mois par année. Il y aurait des choix à faire sur quel type de légumes à faire, etc. Puis, probablement que M. Mousseau vous l'expliquera mieux que moi. J'ai travaillé plusieurs années, j'ai accompagné le secteur des serres. L'enjeu qui ressort beaucoup, ça leur prend un environnement d'affaires plus stable que ce qu'ils ont actuellement au niveau de leur coût, entre autres d'énergie, de prévisibilité, de coût d'énergie. J'ai vécu l'épisode où on avait déjà eu un tarif bi-énergie dans le secteur des serres qui avait donné un air d'aller et qui était abandonné, ça doit faire peut-être une quinzaine d'années par Hydro-Québec. Le gaz naturel, on travaille un peu pour l'amener, c'est pas toujours évident. Et il y a les périodes de pointe à gérer, d'où les énergies alternatives vont devenir nécessaires. Vont travailler en synergie avec notre réseau de gaz, notre réseau d'hydroélectricité, si on veut assurer le développement des serres, mais il va falloir aussi que ces tarifs-là puis les éléments soient, comment je pourrais dire, prévisibles pour permettre les investissements nécessaires au développement de la production en serre qui va nous ramener une meilleure autonomie alimentaire durant les périodes hivernales et de ce temps-ci de l'année. Rapidement, j'espère que c'était assez clair. J'ai essayé de faire en 10 minutes, mettre la table pour les échanges et les discussions. Oui, mais donc on a deux questions de la part de l'audience, puis on va te demander de faire ça court parce que je t'ai laissé un petit peu plus longtemps. C'était super intéressant, puis je pense que c'est bon de mettre des chiffres là-dessus. Donc, on a Lisa à l'affaire qui nous dit « C'est surprenant qu'on ait pas en surplus de lait. » Non? Point d'interrogation. Puis la deuxième, qui est de Raphaël Desgroseilliers, qui nous dit « J'ai manqué le début, mais on parle pas du sucre. » Donc, on voit qu'on avait des plans conjoints, peut-être pour complémenter la question, on avait des plans conjoints dans la betterave à sucre. Et là, toutes les raffineries de betterave à sucre ont fermé. Donc, peut-être juste finir le portrait là-dessus. Puis, on comprend que notre prochain invité, André, va nous repartir la balle avec la production en serre. Donc, je demande à toi. OK, rapidement, dans le secteur du lait, il faut bien comprendre que c'est un secteur qui est sous la gestion de l'offre. Donc, notre niveau de production il est en lien avec la consommation canadienne. Bien entendu, le Québec produit plus que ses besoins au niveau canadien. Par contre, je vous rappellerai qu'il y a des importations à hauteur de 5 à 6 qui sont
convenus dans les ententes commerciales et qui sont à la hausse, plus des contingents supplémentaires dans certaines catégories. C'est ce qui explique qu'on est à peu près le niveau qu'on a montré là, en termes des produits laitiers dans son ensemble. Pour ce qui est du sucre, effectivement, c'était dans les autres. Là, on produit 300 de nos besoins de sirop d'érable et on produit 0 de nos besoins de canne à sucre. C'est sûr que le sucre est un enjeu au niveau des importations. Par contre, on pourrait, comme Jean-François dit, revenir avec la betterave à sucre, mais je ne crois pas que c'est une avenue qui est envisagée pour le moment. Je vous rappellerai qu'on a quand même Sucre Atlantique qui est sur le bord du fleuve Saint-Laurent, ici, là, à Montréal-Est, qui est un très gros transformateur de sucre au Québec, mais que la canne provient un peu partout à travers le monde. Donc, alors, aux 115 qui sont avec nous en ligne, avez-vous une dernière question pour Gilbert? Est-ce que ça a fait le tour? Ça a répondu à certaines de vos interrogations sur qu'en est-il de notre balance commerciale? Moi, de mon côté, en attendant que ça apparaisse, de mon côté, je retiens que il y a des secteurs où on est en plus, il y a des secteurs où on est en moins. Être totalement autarcique, c'est-à-dire rien dépendre des autres, ça voudrait dire en même temps que nos productions qui sont en surplus, faut s'attendre que si on ne fait pas du commerce bilatéral, on va être obligé d'ajuster pour les manger. Donc, par contre, ce qu'on voit, puis là, on va arriver avec la production d'engrais. C'est évident que plus il y a de gens qui sont intéressés par une alimentation basée sur les fruits et les légumes, où on délaisse un peu la production, où on délaisse un peu ou totalement la production animale, mais là, c'est sûr qu'à partir du moment où il gèle, puis à partir jusqu'au mois de mai, ça devient difficile si on n'a pas une production locale. Je résume ce que tu nous amènes. Oui, tout à fait. Puis le point, pardon, je pense que le commerce va reprendre. On a besoin d'une balance commerciale, surtout avec les déficits qu'on va vivre. Tous les pays vont vouloir établir leur balance commerciale. Mais il ne faut pas confondre la notion de sécurité alimentaire avec l'autarcie, qui est un autre concept où on produit tout ce qu'on mange. Moi, je pense que l'idée, c'est de s'assurer qu'on on a une sécurité dans les protéines, autant animales que végétales. Le sucre, c'est pas c'est un très bon point qui est à apporter, mais aussi au niveau des fruits et légumes où on n'est pas présent. Là. Donc, ça, il y a un enjeu de ce côté-là qui, à mon avis, à cause de la hauteur du déficit, si jamais les frontières avaient fermé pour le commerce des aliments, on n'aurait plus eu de fruits et légumes dans nos épiceries. Là. Ça va être un enjeu important. Parfait. Merci Gilbert. Là, juste prendre 2-3 petites questions. François Normand, qui doit être le journaliste aux affaires, nous dit que la montée du végétarisme risque-t-elle d'accentuer le déficit de protéines végétales si c'est bien effet pour la croître? La réponse, ça risque d'être fort probablement oui. Et là, on a Michel Rouleau qui nous dit, bon, écoutez, qu'en est-il de nos poissons? Et ça, on va l'arrêter tout de suite parce qu'on va avoir une émission live là, exclusivement là-dessus. Donc, le secteur des pêches, le secteur des énergies renouvelables dans les pêches, c'est quelque chose sur lequel on va avoir une émission en particulier là-dessus. Donc, comme on dit. Si tu permets, mais juste pour mettre rentrer en matière, c'est sûr que les piscicultures ont une situation qui me font penser un peu à celle des serres au Québec. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu, puis les enjeux énergétiques puis environnemental sont deux facteurs clés pour le développement de cette filière. Je pense aux piscicultures, entre autres. Donc, on y va, André. Donc, André, toi, tu es le Monsieur Serre au Québec. Tu es président de la fédération. Écoute, j'ai travaillé à l'UPA, Gilbert, quoi, 25 ans à peu près, à 22 ans avec le Grand Verglas. J'ai travaillé pendant 5 ans. Tu étais déjà là. Donc, des cycles de haut, de bas, t'en as vécu. Et là, je pense que toi et tes collègues producteurs, vous avez une vision. Vous êtes conscient de ce que Gilbert a vu et je pense que vous voulez amener des solutions pour le Québec. Alors, on te laisse nous présenter ça. On va commencer pour répondre à Gilbert. Là, ça fait 15 ans là, que le tarif BT a été aboli par Hydro-Québec suite à une demande de la Régie d'énergie qui venait principalement des grands consommateurs d'électricité. Et c'est depuis ce temps-là qu'on est à la demande de revoir un tarif spécialisé pour les serres pour permettre le développement. Et quand M. Legault est venu avant les élections à l'Union, quand il est venu présenter son projet, il nous a parlé à ce moment-là de doubler
les escomptes qu'on avait avec Hydro-Québec à l'heure actuelle. Il y avait un plan qui avait été mis en place par les libéraux depuis 2 ans où est-ce que il y avait un escompte de 20 sur les tarifs d'électricité si on investissait plus de 150 000 et quelques producteurs avaient accepté. Et M. Legault, suite à ça, il est allé faire un tour chez M. Lefort et a répété la même chose. Il a dit qu'il voulait doubler la valeur de la sériculture au Québec avec en prime de l'électricité qui viendrait supporter pour que le développement ne se fasse pas autrement qu'avec une énergie durable. Fait que suite à ça, nous, on a développé un plan. Un plan où est-ce qu'on parlait un projet de société où est-ce que on pourrait doubler la production en serre et ainsi diminuer l'importation de produits durant l'hiver. On propose même de réduire de 85 les légumes qui viendraient du Mexique et d'autres endroits. C'est sûr qu'on ne parle pas de tout produire, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se produire en serre au Québec à l'heure actuelle dans les produits de base. Quand on parle de produire en serre au Québec, on parle naturellement, oui, de fruits et légumes, mais on parle aussi de produits ornementaux parce que nous, on a comme dans notre tête, il faut nourrir le corps, mais il faut aussi nourrir l'esprit, nourrir l'âme. Fait que nous, on parle en même temps de produire à la fois des légumes et des plantes ornementales. Il faut se rappeler que à la fin du tarif Biénergie, il y avait 25 producteurs de roses au Québec. Aujourd'hui, il en reste qu'un. Fait que c'est sûr qu'il y avait eu un impact très important. Fait que nous, à l'heure actuelle, ce qu'on propose au gouvernement, c'est d'avoir un tarif qui serait compétitif. À l'heure actuelle, c'est clair qu'il y a 25 TWh qui sont en arrière des barrages au Québec. On a dit, si vous en libérez 1 TWh pour la sériculture à un tarif compétitif, ça permettrait de développer le secteur de la sériculture. Et nous, quand on parle du secteur de la sériculture, on parle des 3 secteurs. En fond, c'est des petits producteurs qui, de plus en plus, sont des producteurs de légumes de champ, qui l'offrent aux consommateurs au local et qui additionnent des serres. Malheureusement, ces serres-là sont chauffées habituellement au gaz propane. Pour nous, c'est vraiment désolant que l'électricité qui est partout sur le territoire ne puisse pas desservir ces petits producteurs-là. Et on pense que de ces producteurs-là, ils risqueraient d'en avoir entre 200 et 300 qui seraient intéressés justement à additionner 1 ou 2 serres pour allonger leur période de commercialisation. Du côté des producteurs de moyenne taille et régionaux, on sait que ces gens-là, à l'heure actuelle, n'ont pas accès aux tarifs d'électricité pour la photosynthèse, parce qu'à l'heure actuelle, le tarif de photosynthèse, il faut absolument avoir accès à 300 kW. 300 kW, c'est 50 000 pieds carrés qu'on pourrait éclairer. Et ce n'est que pour la photosynthèse. Fait que ces producteurs-là, à l'heure actuelle, n'ont pas accès pour pouvoir produire durant l'hiver. Et en plus, pour certains de ces producteurs-là, il y aurait avantage aussi à utiliser de l'électricité pour justement là, réduire le coût de chauffage. À l'heure actuelle, eux autres aussi, le gaz naturel n'est pas disponible. Fait que souvent, ils vont être au propane, à l'huile. Quelques-uns à la biomasse, mais dans le moyen producteur, pas vraiment beaucoup. Fait que c'est quand même difficile pour les approvisionner autrement qu'avec les produits à base de pétrole, alors qu'au Québec, on avait promis de réduire de 50 de notre consommation et on est un des acteurs importants là-dedans. L'autre secteur qui nous intéresse beaucoup, c'est dans les grandes surfaces. À l'heure actuelle, ce secteur-là a, au cours des 3 dernières années, doublé leur superficie. On parle de 3 à 5 ans. Mais il y a vraiment de ce côté-là une capacité de production qui s'est améliorée. Mais encore là, pour être capable de vraiment les financer comme il faut, ça prendrait un tarif d'électricité qui sera plus intéressant que celui qu'on a à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que la demande pour développer la sériculture au Québec, c'est vraiment d'avoir un tarif d'électricité qui viendrait permettre justement de pouvoir développer à la fois le secteur des légumes et aussi de l'ornemental. À l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que le tarif d'électricité moyen, là, quand on entendait l'autre jour la nouvelle directrice générale d'Hydro-Québec parler de 7,3 sous, mais moi, j'ai un producteur en serre en ornemental qui chauffe et qui a l'électricité et qui paye pas loin de 13 sous le kilowatt, ce qui est loin beaucoup plus coûteux que n'importe quoi d'autre. Fait que notre projet à l'heure actuelle, c'est vraiment d'aider l'ensemble des secteurs avec, naturellement, comme fer de lance, l'électricité. Je suis d'accord avec le ministre à dire qu'il y a aussi d'autres défis. C'est sûr qu'il n'y a pas juste le défi d'énergie, mais pour nous, on a vu comment l'Ontario s'est développé grâce au gaz naturel, avec la proximité des marchés.
Fait que c'est sûr que notre secteur aurait besoin de ce genre de phare-là, qui est pour nous l'électricité, comme dans le temps où M. Garon avait réussi à l'obtenir avec M. René Lévesque, où est-ce que le tarif BT avait permis une croissance importante du secteur. Malheureusement, moins de 3 ans après l'attribution de ce tarif-là, déjà Hydro-Québec rachetait les contrats parce que chez Hydro-Québec, on a généralement peur de manquer d'eau, on a peur de manquer d'électricité. Fait que pour nous, c'était comme de dire c'est pas correct. Là. Si on veut vraiment développer une sériculture intéressante, il faut avoir des tarifs au minimum sur 10 ans pour permettre les investissements parce que c'est quand même très important. Là. Quand on est dans une serre, là, contrairement au champ, dans une serre, ça coûte entre 3 et 4 millions l'hectare de construction. Quand on éclaire, mais ça rapporte 1,5 million à 2 millions l'hectare. Dans un champ traditionnel, on va produire pour 10-15 000 piastres. En horticulture, peut-être 50 000, mais il n'y a rien qui est productif comme une serre. Puis, ça pourrait permettre vraiment d'augmenter la capacité de production. Puis, comme on parlait entre nous, déjà, on est, bon, dans la tomate, là, on est à 65 %, mais malgré qu'il y ait 65 % des tomates qu'on produit au Québec, de notre superficie, on couvre à peine 30 % du marché. Fait qu'il y a plein de potentiel à l'heure actuelle juste pour le marché du Québec. Puis, à la limite, on pourrait aussi exporter cette électricité-là, comme on fait un peu avec l'aluminium, où est-ce qu'on exporte des barres d'aluminium, mais c'est l'électricité en réalité qu'on exporte aux États-Unis. On pourrait faire le même genre de choses, mais Dieu, ce serait des légumes de serre qu'on pourrait produire ici, mais l'objectif primaire, c'est vraiment de pouvoir desservir nos gens du Québec avec des produits locaux, avec des produits qui sont, nous, qu'on dit bien élevés. Dans le fond, c'est que dans les serres, on utilise très peu de pesticides. On est vraiment là, quand on parle de lutte intégrée, là, je ne connais pas un producteur en serre qui ne fait pas de lutte intégrée. Il limite au minimum l'utilisation de pesticides. C'est souvent notre grand défi d'essayer de trouver des gens qui sont prêts à aller se mettre au bat pour trouver des nouveaux pesticides. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent vraiment travailler à l'intérieur de leur serre pour être capables vraiment de produire avec un minimum de pesticides. Et la plupart n'en utilisent pas du tout. On a un secteur d'agriculture biologique au Québec qui est vraiment très important. Et c'est sûr qu'il y a des défis de ce côté-là, mais c'est qu'on pourrait facilement aller plus loin. Mais la base, c'est toujours un trait d'électricité qui pourrait permettre de pouvoir éclairer nos serres. Quand on a des grandes surfaces, 2, 3, 4, 5 hectares, là, on ne pense pas vraiment à l'électricité pour chauffer. La plupart de nos producteurs sont en biogaz ou avec la biomasse. La biomasse est vraiment un aspect important qui a permis justement de développer avec l'aide gouvernementale, naturellement, pour couvrir les frais d'installation. Mais ça permet après ça de pouvoir avoir une production qui peut compétitionner. Pas directement, on dit égal, mais si c'était la même qualité, on serait égal. Mes producteurs parlent que ça peut coûter entre 10 et 15 % plus qu'un produit mexicain, mais la qualité est de loin plus intéressante quand c'est produit au Québec. OK. André, on va prendre quelques questions. Premièrement, on nous demande de mettre quelques chiffres là-dessus. Si on regarde, on s'en est parlé avant, si on regarde nos voisins, l'Ontario, qui ont tout près 60 % de la production en serre canadienne, 65 % dans le secteur des fruits et des légumes en serre, ils achètent, en tout cas, les chiffres de 2018, Gilbert, tu me corriges, là, 34 millions en électricité, 130 millions en autres combustibles pour un secteur d'activité qui génère 1,9 milliard de ventes. Je suis à peu près dedans, Gilbert? Oui. Donc, à la question de dire est-ce que c'est rentable ou autre, donc on peut voir la dimension électrique qui est 34 millions, qui sert à sortir avec d'autres facteurs de production, là, des revenus du secteur d'1,9 milliard. C'est quand même un bon multiplicateur. Et là, on a une autre question qui nous demande, André, quand vous parlez de tarifs d'électricité, tu me rappelles un peu, c'est le tarif L moins 20 %, c'est donc autour de 4 cents, 3,5 cents le kilowattheure pour regarder le revenu? Bon, ce qu'on regarde à l'heure actuelle, le tarif que nos gens utilisent là, pour la photosynthèse, c'est autour de 5,7 sous le kilowatt, moins 20 % qui était le rabais qui était remis par Hydro-Québec pendant 5 ans. Ce qu'on attend du premier ministre, c'est de rajouter un 20 % ce qui ferait à peu près 40 % du 5,7 sous du kilowatt, qui nous ramènerait autour de 3,3, 3,4 cents du kilowatt.
OK. Et donc là, le plan d'investissement, il est là. Et là, on a plusieurs questions sur d'autres énergies. On en a une qui nous dit pourquoi est-ce qu'on fait pas comme l'Islande et y aller avec des productions en serre incroyables. Mais peut-être la distinction, c'est qu'on n'est pas assis sur une bombe nucléaire, c'est-à-dire une chaîne de volcans. On a un bouclier canadien, donc il y a certaines distinctions. Mais par contre, on a de la biomasse. On a 700 000 km² de biomasse. On a 13% de la biomasse certifiée mondiale. Et on a un savoir-faire. Là, la question, ce que tu nous amènes, André, c'est aussi le fait des services conseils qui sont importants. On n'est pas plus cabochon que les autres, sauf que faut donner le signal aux jeunes qui sont à l'université ou dans les formations collégiales, leur donner des stages et d'aller se former pour finalement offrir les services conseils adéquats parce que c'est un secteur où c'est quand même assez, le taux d'humidité est important, les prédateurs, si on n'a pas un bon taux de contrôle, on va avoir des maladies fongiques et autres, et donc on ne veut pas utiliser de pesticides. Donc, on touche à ça, André, aussi. Hein? Oui, on touche à ça, mais à l'heure actuelle, là, il y a une chaire là, qui est en train de se mettre en place à l'Université Laval pour aider à la culture biologique en serre. Fait que on a juste à voir là, comment on va pouvoir supporter cette mise en place qui est supposée être en place, puis qu'en même temps, il n'a jamais été annoncé. Là. Mais c'est sûr que nous, on croit vraiment que le Québec devrait avoir une structure pour supporter surtout l'agriculture biologique en serre, parce que au Canada, à l'heure actuelle, il y a une grosse ferme à Arrow, dans le sud de l'Ontario, pour les légumes de serre. Mais au Québec, il n'y a rien pour nous supporter qui vient du fédéral. On s'attend vraiment aussi à ce que le fédéral en mette un peu plus au Québec pour supporter notre production. Moi, je pense beaucoup au biologique parce qu'on a vraiment une production biologique au Québec importante en serre qui justifierait facilement d'avoir un centre de recherche dédié justement à supporter ces producteurs-là, puis être sûr aussi que le centre fédéral à Arrow ne sert pas juste que les gars d'Ontario. Il sert aussi pour l'ensemble des producteurs canadiens. OK. Puis donc, l'autre élément que tu amènes, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des contrats de vente d'électricité à l'Ontario. Cette électricité-là sert à alimenter le marché, dont des producteurs en serre. Puis les producteurs en serre s'en servent pour faire des fruits, des légumes, puis nous les retournent ici. Exactement. Donc, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant quand on regarde la consommation d'électricité en Ontario est plus importante qu'au Québec par mètre carré de serre. C'est vraiment incroyable comment on n'arrive pas à utiliser l'électricité au Québec de façon vraiment là, qui permettrait de l'utiliser pour produire davantage. J'en tombe toujours sur le dos quand je vois ça, là, ça n'a pas de bon sens. Là. OK. Donc, on a plusieurs questions qui nous disent, mais qu'en est-il de la biomasse? On y arrive avec Mathieu. Mais juste pour vous dire que la semaine prochaine, on va avoir une capsule exactement là-dessus sur des cas précis, des cas typiques. Puis également, la question va venir aussi. Oui, mais la biomasse, c'est-tu vraiment carboneutre, cette affaire-là? Là? Parce que quand je brûle du bois ou quand j'allume une allumette, ça fait quand même de la boucane. Là. Et donc, Mathieu va commencer à nous amener des réponses là-dessus. Puis s'il y en a qui veulent des réponses encore plus techniques, ben, la semaine prochaine, on va avoir la papesse de la biomasse et de l'écosystémique, c'est-à-dire Evelyne Tifo qui va être avec nous aussi. Donc, toutes vos questions, revenez la semaine prochaine. Je sais qu'il y a à peu près 90 personnes qui ont déjà coché pour être là la semaine prochaine. Donc, on va avoir toute une émission là-dessus. Mais commençons par le commencement. Tu nous présentes la vision biomasse, qui est un concept d'agriculture, d'économie circulaire et qui crée des emplois localement et qui dit, finalement, le Québec, c'est un océan de forêts et de rivières et de lacs. On utilise l'électricité, le vent pour faire de l'électricité, mais on a également une biomasse qui est là. Et donc, cette biomasse-là peut servir aux producteurs en serre. Alors, on t'écoute, explique-nous ça. Yes, ben ça met vraiment bien la table, merci. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut produire durablement dans les serres? Puis effectivement, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à tout ça, de lutte intégrée et autres. La question, moi, sur laquelle je vais me pencher, ça va vraiment dans la même veine qu'on a parlé avec André Gilbert, la question énergétique. J'ai fait un petit PowerPoint que vous devriez voir maintenant. Donc, voilà, moi, je vais vous parler de la biomasse, justement. Là, j'ai eu plein de questions là-dessus, super. Donc, mettre la table rapidement, François Legault a parlé de production locale. Effectivement, vous en avez tous entendu parler. Les serres, puis il a même dit du coût d'électricité qui est très bas au Québec. Excellent.
Comme il a déjà été dit, cependant, les serres, il y a un grand besoin de chaleur qui est divisé en deux postes principalement, un grand besoin d'énergie qui est pour la chaleur et l'éclairage. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on peut fournir toute l'énergie requise avec notre hydroélectricité et à quel prix? Puis là, André pose plein de questions par rapport aux tarifs qui sont extrêmement pertinentes. Sophie Brochu, que vous avez possiblement vu, la nouvelle PDG d'Hydro-Québec, tout le monde en parle, s'était fait poser la question, puis il a été clair, il faut faire des choix. Le gouvernement, dans la dernière année, a parlé d'électrification des transports, d'exportation, puis là, dans le chat, il y en a qui en ont parlé, d'exporter notre énergie propre vers les États voisins, vers les provinces voisines qui peuvent fonctionner encore au charbon, au nucléaire. Puis maintenant, la production en serre. C'est super, toutes ces idées-là, mais Hydro-Québec, son rôle maintenant, vous le savez autant que moi, c'est plus de construire des nouveaux barrages, c'est d'optimiser notre électricité actuelle. Comment on peut faire ça? Puis, quand on parle de production de chaleur, peu importe la chaleur, avec l'hydroélectricité, il y a un problème qui va arriver, qui est la consommation de pointe. Rapidement, quand il fait froid, c'est simple, tout le monde chauffe en même temps, ce qui fait que pendant quelques centaines d'heures par année, en moyenne à peu près, on doit importer de l'électricité de nos voisins, qui est peut-être produite à partir de charbon, de nucléaire ou autre, on ne sait pas. Puis nos voisins, ils savent qu'on n'a pas le choix de l'acheter, cette électricité-là, donc ils nous la vendent cher. Donc, il y a un problème quand on utilise l'électricité pour le chauffage. Il y a différentes façons de réduire ce problème-là. Mais le problème de base, c'est quand on chauffe à l'électricité, ça amène ce problème-là de la consommation de pointe. Donc, il faut poser la question maintenant, quelle est la meilleure utilisation qu'on peut faire avec notre hydroélectricité? Est-ce que c'est effectivement de mettre ça dans les voitures? Est-ce que c'est de chauffer des serres? Là, il y a des choix de société qui doivent être faits. Ceci étant dit, est-ce qu'il existe d'autres solutions pour chauffer durablement nos serres à un coût raisonnable? Donc là, j'insiste là-dessus. Ben, il y a une option que je vais vous parler qui est la biomasse forestière. On en a parlé un peu. C'est quoi, en gros, la biomasse forestière résiduelle? C'est utiliser des parties d'arbres qui, normalement, ne seraient pas utilisées. Donc, par exemple, des branches qui ne seraient pas utilisées. Des copeaux qu'on a en surplus par endroit parce que dans certaines régions, une papetière a fermé, il y a un surplus de copeaux. Si on n'utilise pas ces copeaux-là, la scierie doit fermer parce qu'elle ne sait plus quoi en faire. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ça pour le chauffage? C'est aussi utiliser du bois post-consommation, donc qui provient de la rénovation, construction, démolition. Est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour produire de l'énergie? La biomasse se présente généralement sous deux formes. Soit les granules, comme vous pouvez voir en bas à gauche, ça, c'est des petits cylindres de bois compressés, c'est uniquement du bois. Il n'y a pas de colle, pas de rien. Puis, en bas à droite, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon des plaquettes, mais en gros, ça veut dire des copeaux destinés à l'énergie. Là, la question, pourquoi privilégier cette source d'énergie-là? Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais premièrement, c'est une énergie qui est économique. Pour les moyens grands consommateurs de chaleur, c'est très économique. Pour les grands consommateurs de chaleur, en fait, c'est vraiment dans le top comme énergie renouvelable. C'est vraiment très compétitif. Pour les plus petits consommateurs, il faut faire des études de cas. Il y a certains cas où ça va être intéressant, d'autres moins, selon. Ensuite, effectivement, ça contribue à l'économie régionale. Puis ça, c'est extrêmement important aussi. Pourquoi? C'est fait au Québec. Cette énergie-là n'est pas dense en énergie. La biomasse n'est pas dense en énergie. C'est impossible de la transporter sur des centaines, des milliers de kilomètres, sauf exception là, par bateau, par exemple. Là, mais c'est vraiment fait pour être utilisé de façon locale. Ça encourage l'économie circulaire en utilisant des résidus de d'autres industries. Puis, c'est fait en région. Donc, ça crée des emplois en région, ça maintient des emplois en région avec l'industrie forestière qui est chambranlante dans plusieurs régions. Comme j'ai dit, je pense que vous êtes tous au courant depuis 2008, là, à peu près là, avec la crise, il y a beaucoup de papetières qui ont fermé. Il y a de moins en moins de papier qui est utilisé. Donc, on a un surplus de copeaux. L'industrie forestière doit se replacer par rapport à tout ça. C'est aussi une énergie renouvelable. Là, ce point-là, je pourrais en parler pendant des heures. Je vais me contenter de dire que si la biomasse provient de forêts gérées durablement, c'est une énergie qui est considérée renouvelable, qui a des avantages d'un point de vue de l'environnement. Mais j'ai aimé comment tu as dit ça, Jean-François, la papesse de la biomasse. Evelyne en parlera la semaine prochaine, plus en détail. Puis finalement, un point qui est très important, la souveraineté, la sécurité énergétique.
Ces deux images-là, ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité dans la dernière année, ça devrait vous sonner des cloches. La grève des Teamsters, donc les chemins de fer qui ont été bloqués en décembre, novembre-décembre, puis maintenant, après ça, en janvier, février, avec les blocus ferroviaires. En quelques mois, à 2 occasions, les chemins de fer bloqués, puis on est extrêmement dépendant des chemins de fer pour le propane. Donc, le propane qui provient d'une ressource non renouvelable, qui provient de l'Ouest, n'est pas capable de se rendre. Donc, la sécurité énergétique, la souveraineté énergétique, c'est dépendre du propane qui provient de l'autre bout du pays. C'est pas comme dépendre de Monsieur Tremblay à 50 km que tu peux appeler si tu as un problème, puis que c'est pas la même dynamique, là. C'est vraiment un point de vue régional, la biomasse forestière. Parce que Mathieu, si tu me permets, il y a aussi le fait que si André se part 2-3 hectares de serre, puis qu'il lui reste pour une journée de propane de disponible et que là, il y a une grève, je pense que les plants vont geler. Donc, c'est les premiers à avoir besoin d'une alternative. Clairement, puis on l'a vu cet automne avec les agriculteurs dans le séchage de grains qui ont manqué de propane. On l'a vu quand il y a eu en même temps là, tous les élevages qui ont besoin de propane pour chauffer, qui finalement, c'est quoi les solutions? Il n'y en a plus de propane, les animaux ont besoin de chaleur, il n'y a pas de solution miracle. Donc, c'est ça. Un petit mot sur la carboneutralité. La biomasse n'est pas carboneutre dans le sens où quand on la brûle, elle émet du CO2 à l'atmosphère, mais rapidement, ça demeure plus avantageux que les combustibles fossiles. Là, je vous invite à venir la semaine prochaine à la conférence là, pour en discuter plus parce que j'ai pas le temps de partir là-dessus. Un petit point, par contre, important sur la qualité de l'air. Dès qu'on parle de biomasse, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Oui, mais Mathieu, Montréal est en train de bannir les poêles à bois. Québec, Laval, tout le Québec est en train de bannir les poêles à bois. Qu'est-ce que tu fais avec la biomasse? » Là, regardez, dans la colonne de droite sur le tableau, c'est les particules. C'est ça qui est problématique. C'est ça qui crée le smog. Si on regarde le poêle à bois non certifié en bas, l'ordre de grandeur, c'est à peu près dans le 500, peu importe l'unité. C'est à peu près dans le 500. Si on regarde un poêle à copeaux, une chaudière à copeaux à granules qui fonctionne, on est dans l'ordre de grandeur de 4, 10, 20, peu importe. Donc, le problème, c'est pas la biomasse. La chaudière à biomasse, c'est optimisé, la combustion est optimisée, ça fonctionne bien. Le problème, c'est dans les poêles à bois. Puis c'est pour ça qu'on bannit les poêles à bois et non pas les chaudières à la biomasse. C'est vraiment pour ça. Maintenant, quelques exemples dans le chauffage des serres, parce que je tiens à dire, le chauffage des serres à la biomasse, c'est une utilisation qui a fait ses preuves. C'est clair, il y a des exemples de projets qui fonctionnent depuis plusieurs années. Ça fonctionne bien. Là, c'est sûr que je tiens à dire aussi là, qu'on parle ici de production de cultures qui ont besoin de chaleur. Évidemment, la tomate, concombre, laitue, poivron. On n'est pas en train de parler de petites productions artisanales qui résistent au froid, là, qui a besoin de moins de chaleur. Là, ce qu'on parle, c'est produire des tomates de la variété au Québec. Un exemple, en Estrie-Salles-la-Marche, année de réalisation 2011-2012. Ça fonctionne bien depuis ce temps-là. 3600 mètres carrés, donc d'une certaine grosseur. C'est pas dans les plus gros projets de serre, mais d'une certaine grosseur tout de même. Grâce à tout le projet qui a été fait là, il y a une économie en coût énergétique de 36% par année par rapport au propane, des économies de GS de 1200 tonnes de CO2 équivalent par an. Ça, pour donner un ordre de grandeur. On dit à peu près qu'une auto qui fonctionnerait un 20 000 km par année va émettre, grosso modo, 4 tonnes par an. Donc là, on parle de l'équivalent de retirer 300 autos grâce à ce projet-là de la route. Un autre exemple, plus gros celui-là, 2013-2014, les serres Belle de Jour, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 17 000 mètres carrés, donc c'est plus gros. Là, ils ont changé un système qui fonctionnait avant au propane, à l'huile usée, au mazout numéro 2 vers la biomasse. Il y a eu d'autres améliorations en efficacité énergétique qui permettent tous ensemble des économies en coût énergétique de l'ordre de 55% par année par rapport au propane. C'est majeur. Les économies de GS, 4200 tonnes de CO2 équivalent par année. C'est encore une fois l'équivalent de 1000 voitures enlevées de la route, grosso modo. Dernier exemple, les serres Bertrand dans les Laurentides. Un gros projet, celui-là, 2014-2015, 48 000 mètres carrés, un gros projet. Pour deux nouveaux complexes de production de tomates et d'autres améliorations qui ont permis des économies en coût énergétique jusqu'à 80% par rapport au propane. Donc là, c'est sûr qu'il y a
effectivement, il y a beaucoup d'économies en efficacité énergétique qui se payent avec le temps, mais les coûts annuels diminuent grandement. Les économies de GES, 8700 tonnes de CO2 équivalent par année, c'est encore une fois à peu près l'équivalent d'enlever plus de 2000 voitures de la route. Donc, ces projets-là, ils sont majeurs. Puis, c'est des investissements qui doivent être rentabilisés avec le temps, mais pour les moyens gros projets, tous ces projets-là, effectivement jumelés avec l'efficacité énergétique, c'est super important. Les économies de GES, c'est majeur grâce à la biomasse. Un dernier message clé aussi qui est important à dire, la filière de la biomasse, elle est prête à... Les acteurs sont tous là. Il y a du financement, j'ai vu la question tantôt, il y a du financement qui est offert pour la conversion quand on fonctionne aux combustibles fossiles vers la biomasse par Transition énergétique Québec. Il y a un accompagnement technique qui est disponible. Nature Québec, Vision Biomasse Québec, on offre un accompagnement en ce moment gratuit pour les 3 prochaines années pour ceux qui veulent se tourner vers la biomasse. Donc, il y a un accompagnement technique qui est là. Il y a une certaine époque, la biomasse, c'était une affaire de patenteux. Il fallait être mécanicien puis être capable de gosser ses affaires en bon québécois. C'est plus le cas. Maintenant, il y a des gens qui vendent de la chaleur. Tu payes une facture de chaleur comme tu paierais une facture d'électricité. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, la filière, elle est prête, elle est mature. Il y a une panoplie d'acteurs qui sont là, qui sont prêts à prendre le relais. Puis là, j'ai juste parlé de la production en serre, mais la production de biomasse, ça vient toucher beaucoup d'autres usages agricoles. La production de sirop d'érable, le chauffage de poulailler, la production de nourriture pour animaux, le séchage de grains possiblement et d'autres encore. Puis là, on est juste dans les usages agricoles. On n'est pas dans la production de chaleur, on n'est pas dans les procédés industriels parce que ce qui nous intéresse, c'est les serres ici. Mais la production de biomasse, il y a vraiment quelque chose qui est là puis qui devrait être augmenter dans les prochaines années, puis on travaille fort là-dessus. Voilà, merci. Alors, écoute, super bonne présentation. Ce que j'ai vu aussi, c'est que plus le projet grossit, plus on a vu ton dernier exemple où il y avait également un système une pile thermique par réservoir d'eau. Donc ça, également, s'il y a une utilisation d'électricité ou s'il y a quoi que ce soit, ça donne une sécurité pour en même temps venir servir à accumuler de la chaleur, puis faire un bon design d'une bonne grosseur de système, pas le faire pour la pointe une nuit à moins 35, là, mais plutôt le faire sur c'est bien ça, c'est ce qu'il y a. Ça permet vraiment de tempérer. Une chaudière à la biomasse, c'est fait, je vais simplifier ici, là, mais c'est fait pour fonctionner pas mal à pleine capacité ou pas du tout. Quand on est à moitié de la capacité, ça n'aime pas ça. Donc, la pile thermique, l'eau, le réservoir d'eau ou de fluide qui permet d'accumuler la chaleur va faire en sorte que la chaudière à biomasse va fonctionner pour chauffer l'eau. Puis après ça, va arrêter, mais l'eau va continuer à être à la bonne température, va libérer sa température. Puis après ça, quand la température descend, la chaudière va repartir, va chauffer l'eau à nouveau. Puis, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est l'effet d'économie d'échelle. La biomasse, plus un projet est gros, plus ça devient intéressant d'un point de vue économique là, par rapport à un plus petit projet. Il y a une économie d'échelle qui est importante. Donc, c'est pas aussi efficace que le système islandais sur le volcan, mais c'est nettement plus sécuritaire. Effectivement. Donc, Gilbert, je te vois sur le bout de ta chaise. As-tu une question pour un de tes collègues? Oui, peut-être pour Mathieu et André. Comment vous voyez la synergie entre ces différents types d'énergie-là, que ce soit le gaz, la biomasse, l'hydroélectricité? Comment vous voyez ça? C'est une excellente question pour ma part. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergies qui ont je pense qu'au Québec, ce qu'il faut voir, puis en général, il n'y a pas une énergie qui peut tout faire encore. Malheureusement, on aimerait ça, là, ce serait simple, mais il faut miser sur un cocktail de solutions. Moi, ce que je vois, il y a clairement l'électricité a clairement un rôle à jouer important. Dans la sériculture, entre autres, l'éclairage, on n'a pas le choix. Là. Mais pour la production de chaleur, il y a peut-être d'autres solutions. Puis, d'un point de vue macro au Québec, il faut se poser la question, est-ce que la production de chaleur est la meilleure utilisation qu'on peut faire? Mais, par exemple, pour des plus petites serres, est-ce que la biomasse est la bonne option? Peut-être, mais peut-être que non. Ça dépend des cas. Je pense qu'il y a une complémentarité entre toutes les options énergétiques. Pour ma part, c'est ce que je vois.
Et là, on va pas voler le punch de notre conférencier de la semaine prochaine, M. Gobeil, qui va venir nous en parler. Mais bref, oui, il y a du calcul. Vous offrez des services, des entreprises également qui font du service conseil. Peut-être une chose aussi, c'est qu'ils se ramassent également des cendres avec la biomasse, puis ces cendres-là sont un excellent amendement de sol aussi qui peut être utilisé. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais André, je te vois perplexe ou oui, oui, mais c'est parce que, dans le fond, quand j'entends Gilbert, c'est sûr que pour moi, l'électricité, c'est chauffage, mais c'est aussi climatisation. Depuis 2-3 ans, avec les changements climatiques, on se rend compte qu'en été, il fait trop chaud trop longtemps. Ça fait couler des fleurs dans la tomate, dans le poivron. Fait que il y a un complément à faire dépendant des dimensions. C'est pour ça que, pour moi, là, c'est vraiment là les ingénieurs qu'il faut qu'ils nous accompagnent davantage à travers tous ces nouveaux défis-là. Puis, au bout de ça, d'arriver à un résultat où est-ce que, et c'est ce que je demande depuis quelque temps à mon ami Jean, je dis, il faut que tu me trouves un tarif d'électricité où mes producteurs qui, à l'heure actuelle, sont au propane vont dire non, le choix demain, c'est pas le propane, c'est l'électricité parce que ce tarif-là va rejoindre mes ambitions. Quand on regarde les petits producteurs qui souvent sont bio, veulent faire une agriculture durable, puis qui sont pognés pour aller au propane parce que c'est le choix économique à l'heure actuelle, ça n'a pas de bon sens, là. Fait que c'est pour ça que nos amis ingénieurs, des agroéconomistes comme Gilbert, là, on a besoin de ces gens-là pour vraiment arriver à des tarifs qui vont nous permettre d'aller voir notre banquier et de dire, regarde, mon projet il est rentable, il est efficace, que je sois petit, moyen ou gros, il y a moyen d'y arriver. Les plus gros, c'est sûrement photosynthèse, un petit peu en climatisation, beaucoup de biomasse, peut-être un peu de biogaz, un peu de gaz naturel. Tu sais, ça dépend toujours de la desserte dans laquelle on est. Le grand défi à l'heure actuelle, c'est sûr que l'électricité, la desserte n'est pas là. Le triphasé n'est pas présent partout. Il a besoin d'être près du producteur parce que le producteur, lui, il a choisi son emplacement en fonction du client. Tu sais, dans le fond, il dessert un client. Fait que lui, il n'est pas... sa seule démarche, c'est de vendre son produit. Fait que c'est pour ça que quand ça fait 20 ans qu'on me propose là, des plans de chauffage, qu'ils ont de l'énergie à revendre là, dans un endroit ou un autre. Mais le producteur, lui, est à la recherche d'un client et d'un marché potentiel. Fait que oui, il y a besoin de multiples visions là-dedans. Puis je pense qu'on est rendu là à l'heure actuelle là, de tout mettre ça ensemble puis faire le plan qu'on veut, là, c'est-à-dire vraiment arriver à produire au Québec d'une façon rentable, puis éliminer le plus possible ce qui vient de l'extérieur pour augmenter notre autonomie. C'est clair qu'on est là. Parfait. Mais donc, derrière ça, pour la bonne nouvelle pour toi qui a plusieurs, qui m'expliquait on a plusieurs besoins de recherche au Québec dans le secteur horticole, l'automatisation, les sondes et les capteurs pour avoir des strates de température et bien gérer le micro chauffage ou le micro refroidissement. Il y a plein d'étudiants qui étaient au concours Ma transition énergétique en 180 secondes et plein d'étudiants du secteur universitaire qui sont là, qui cherchent des sujets de travail. Donc, ils peuvent appeler aux producteurs en serre pour signifier un intérêt ou en apprendre davantage. On a différentes universités qui sont là. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à amener. Et on a une question qui revient toujours, qui est Carl Binette qui la reprend. Qu'est-ce qui est le mieux entre la biomasse versus le prix d'électricité à 3,3 sous de M. Mousseau? Je pense qu'on va amener une réponse à ça la semaine prochaine, mais si on amène une réponse, ça va être pour un avec un tel type d'équipement et autres. Mais comme Mathieu nous l'a dit, il y a tellement de possibilités. Il y a d'efficacité énergétique, il y a le rôle de la pile thermique. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas nécessairement une solution unique. Ça va du custom fit. Oui, mais ce qui est clair, là, Jean-François, là, c'est que quand tu as plus qu'un hectare de serre, là, la biomasse, là, c'est souvent le premier choix, à moins que tu aies accès à du biogaz autour de chez vous. Là. Parce que l'électricité ne peut pas embarquer là-dedans. Et le fait qu'il y a une centaine d'heures par année où est-ce qu'il disparaît, on ne bâtira pas deux systèmes de chauffage dans une grande serre. Dans une petite serre, on peut faire un genre de combo, là, mais dans une grande serre, clairement, là, à moins d'avoir accès à des biogaz là, ou de la cogénération, là, la biomasse est numéro un. Il faut juste après ça faire les mix, comme tu dis, là, dans chacun des projets.
On a notre conclusion. Hein? Donc, pour améliorer la balance commerciale du Québec, pour répondre à la demande grandissante de protéines végétales, particulièrement en hiver, ça prend une vision sociale, ça prend des entrepreneurs, je pense que tes amis André le sont, ça prend des universitaires et des gens techniques, je pense, qui sont là, plusieurs y participent, et ça prend une volonté d'y arriver, puis cette volonté-là, c'est une volonté gouvernementale et ça prend des préconditions. On a la biomasse, il reste un bout à faire du côté de l'électricité. Et tout ça, je pense que ça conclut. Il est 20 heures. On remercie tout le monde d'avoir été avec nous. Et si vous avez des questions, info à commercial qper.com. On va essayer d'y répondre. Et il y a plusieurs éléments que j'ai pris en note, dont notamment les fromageries avec le biogaz. On va avoir une émission là-dessus qui est préparée. Le secteur de la sériculture, comme on a parlé Mathieu, ça va faire l'objet d'un autre secteur. Donc, on a pour environ 7 ou 8 semaines à être avec vous sur ce thème-là. Et d'ici là, je pense que l'été va être arrivé, puis on va souhaiter que tout le monde aille bien. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 19h. Vous allez revoir les publicités passer. Vous pourrez le revoir en différé sur le site de la QPR. On va le mettre. Donc, vous pouvez le partager avec vos amis. Puis, regardez, faites attention à vous. Lavez-vous les mains. Si vous sortez, vous avez vraiment besoin, restez à 2 mètres. Puis c'est quoi la troisième? J'oublie tout le temps. Bref, mangez des fruits frais, mangez des légumes frais. Faites des vidéoconférences. Oui. Derrière vous parce que c'est bon pour l'âme et ça fait travailler André. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à nos conférenciers. Au revoir. Bonne soirée.